Parlons vrai. 300... Non mais 300... Le Black Friday de Costa n'a qu'un seul effet secondaire. Il laisse sans voix. Waouh! Voyagez avec le Black Friday de Costa. Réservez votre croisière avant le 30 novembre à partir de 399 € par personne. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Bonjour Gansman. Valérie, on a une émission dense. Oui, on a une émission riche aujourd'hui et pas de zapping puisqu'on a voulu donner la parole à Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, Alors, bonjour à tous. Évidemment, les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien. On vous retrouve tous les matins à 8h10 du lundi au jeudi, Lévy sans interdit. Vous êtes également régulièrement sur le plateau de CNews. Vous êtes également régulièrement chez Cyril Hanouna. Et vous avez été confronté à Moundir, l'un des chroniqueurs de TPMP. Déjà, comment vous l'avez reçu, peut-être rappelé, donc qui s'est adressé à vous, n'en touche pas à mon poste, en voulant répondre aux critiques contre les musulmans. C'est vrai qu'on avait de la peine parfois, certains ont pensé que vous étiez au bord des larmes. Vous avez publié un petit texte pour dire que non, en fait, mais peut-être qu'on va réécouter avant. En fait, alors c'est Gilles qui a préparé le montage. Voilà, en fait, pour situer pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi. Pour situer, Moundir a dit qu'il avait une lettre qu'il avait écrite, il l'a redit le lendemain, à Elisabeth Lévy, et on s'est aperçu que cette lettre, en fait, vient le texte qui est lui signé par Ratiba Hamash, employé de la CGT, et on vous a mis les deux versions parce qu'il y a une chanson qui a été faite, et donc vous allez entendre Moundir et puis à côté la version qui date de l'époque. Alors d'abord Elisabeth, donc vous êtes durs les amis, j'ai le droit en triple là. À Moundir. Alors Elisabeth, oui, non, mais je voulais que vous nous disiez comment vous aviez reçu cette lettre déjà, qui s'avère, comme le dit Gilles, être un plagiat. Non mais si vous voulez, là, quand même, d'abord merci de votre invitation. Il me semble quand même que cette affaire prend un peu des proportions invraisemblables, c'est-à-dire que je n'ai jamais reçu autant de messages de soutien, jamais. Si vous voulez, on dirait que j'ai été terrassé des terroristes à main nue, on me parle de mon courage, on s'inquiète pour moi, si vous voulez. Et là, je suis un peu sidérée, parce que moi, je suis une bagarreuse, mais je vais chez Hanouna à peu près 3 fois par an. Hein. Non, mais Elisabeth, mais à chaque fois que j'y vais, c'est pour me bagarrer. Oui, mais là, vous vous êtes pas bagarré, vous avez écouté de façon assez patiente tout ce que Moundir vous disait. C'est peut-être ça qui a ébranlé les gens. Moi, j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit elle va bien, et c'est vrai qu'on vous aurait attendu peut-être plus éruptive. Or vous aviez l'air assez consterné, résigné, je ne sais pas, touché. Donc c'était aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que non mais en fait, ce qui m'a frappé dans cette séquence, alors j'aurais sans doute dû répondre, mais j'étais tellement ahuri par la bêtise, si vous voulez, que face à tant de conneries, c'est des butors, quoi. Si vous voulez, les 3 d'ailleurs, parce que tout le monde a retenu Moundir, mais les 2 autres, ils étaient gratinés aussi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, moi, je vais pas chez Hanouna pour parler à ses chroniqueurs. Je vais chez Hanouna pour parler aux téléspectateurs. Ouais. Donc, ce qui m'intéressait, d'abord, on m'appelle, on me dit, tes propos ce matin ont fait scandale. Je dis, mais quel propos? Alors, mes propos, c'était que j'avais dit que l'antisémitisme aujourd'hui venait de musulmans. Et j'ai d'ailleurs repris en disant 2 musulmans, et pas des. Et c'est pour moi ce qui revient à peu près à dire que la pluie mouille, si vous voulez. Oui. Donc, quand on me dit que ça fait scandale, en réalité, c'est un petit scandalounet. Il doit y avoir 10 tweets de gens qui ont chacun 3 abonnés. Bon, et je trouve que c'est bien de parler au public d'Hanouna, donc j'y vais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier, le public d'Hanouna? Je pense qu'il y a beaucoup justement de gens des quartiers qui ne lisent pas Causeur, ils ont bien tort, mais bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de jeunes, si vous voulez, voilà, donc il y a beaucoup, et il y a évidemment Hanouna un public des quartiers, si vous voulez, c'est. Oui. Mais
Mais là, ce qui m'a sidéré, c'est pas la première fois, je vous dis, j'y vais 3 à 4 fois par an. Mais ce qui m'a sidéré, si vous voulez, c'est que c'est pour ça que j'ai pas répondu. Tout ça me paraissait tellement irréel et bête. Moi, je m'attendais, en fait, à avoir une discussion sur les raisons. Je m'attendais à un peu de politique de l'excuse sur le thème, c'est parce qu'ils sont pauvres et discriminés. Si vous voulez, des trucs comme ça. Mais je m'attendais pas du tout à ça n'existe pas, en fait. Donc, moi, j'ai décidé à ce moment-là, de parler aux téléspectateurs, de continuer à expliquer pourquoi il fallait regarder les choses en face. Et du coup, j'ai complètement zappé. Et surtout, en fait, le truc qui m'a retenu de répondre, c'est quand il a parlé de Dachau. Je me suis dit, je ne vais pas moi-même me victimiser, si vous voulez, en jouant en faisant les grands trémolos. Comment vous osez à moi me parler de Dachau? Si vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, je vous assure que quand on le vivait, pour moi, c'était beaucoup moins grave que ce que j'ai découvert, que j'avais vécu en sortant. Donc, vous avez revu les images ou pas? Parce que c'est vrai que vous êtes étonnamment calme, encore une fois. Alors là, je pense que justement, et ça, c'est mauvais. Si vous voulez, on me reproche tout le temps de m'énerver à raison. Alors là, moi je dis que pour une fois, c'est parce que c'était le truc que je m'étais martelé avant. Dans le couloir, je rencontre l'autre en fait qui était supposé être mon principal adversaire, Nasser, je sais plus quoi, qui m'explique, qui me demande pourquoi je parle pas d'amour et que lui, il est citoyen du monde et qu'il a toujours travaillé au Club Med, si vous voulez. Donc bon. Et là, je me dis, ton objectif, c'est de sortir de ce plateau sans être énervé. Ah, bravo. Parce que, par expérience, si vous voulez, vous êtes bien plus gagnant. Et d'ailleurs, les messages que j'ai reçus, c'est pour louer mon sang-froid. Alors bon, vous me donnez le prix Nobel de la paix ? Voilà, on vous donne le prix Nobel de la paix. Alors, on a appris hier que cette lettre que Moundir a lue avec des trémolos dans la voix, comme l'a dit Gilles, était en fait un texte qui avait été écrit par une employée de la CGT dans le Rhône, qui date d'il y a quelques années. Je vous propose peut-être un petit montage de la séquence. Nous, musulmans, on s'excuse. C'est vrai. On s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous, musulmans, nous nous excusons d'avoir sauvé la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Conquise en 3 jours. Seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Conquise en 3 jours seulement par le nazisme lors du Blitzkrieg. Nous sommes allés au front avec des prières qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là. Nous sommes allés au front avec des prières qui ne dérangeaient personne. On a compris donc que ça... Qu'est-ce que vous avez dit, Elisabeth ? Je dis que non mais excusez-moi, mais c'est toujours un tissu d'ânerie, que ce soit râpé. Moi, c'est pas tellement le plagiat qui me sidère, si vous voulez, non, c'est qu'on en soit pour le remettre encore. dans le contexte, c'était par rapport à Samuel Paty et que c'était par rapport au fait qu'ils avaient peur que tout le monde tombe sur les musulmans après l'assassinat de Samuel Paty. C'est ça. Mais il y a un truc qui est extraordinaire chez beaucoup de musulmans. Rien n'est jamais de leur responsabilité, ils sont toujours victimes. Il y a de l'antisémitisme aujourd'hui, ils nous expliquent que le problème c'est que eux sont victimes. Non mais, si vous voulez, le truc, et moi c'est ça que j'ai pas voulu réagir à ça, d'abord parce qu'en fait, je vais vous dire la vérité. En fait, ce qui m'a effaré, c'est tout d'un coup de me rendre compte que je parlais à des gens avec qui je n'avais pas le moindre langage commun, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour devoir parler à de tels butors, c'est-à-dire des gens qui comprennent strictement rien à ce que je leur raconte ou qui s'en foutent, mais pour qui le réel n'a aucune importance. Si vous voulez, vous leur parlez de faits, vous leur parlez des territoires perdus, vous leur parlez et eux ils continuent. L'un à vous parler d'amour, l'autre à vous dire que vous faites ça pour l'argent, et le troisième à vous expliquer qu'ils ont sauvé la France. Excusez-moi, mais il y a quand même un problème de niveau. À un moment, il faut quand même être clair. C'est surtout ça. Et d'ailleurs, dans les messages, le mot qui revient le plus souvent, c'est bêtise. Donc ce matin j'ai fait ma chronique sur la catastrophe de l'école. Ben voilà le résultat de notre merveilleuse école de la République. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Par ailleurs, ce discours, on parle qu'aux élites. Comment on ne discute qu'avec les... Non, mais... Oui, mais Elisabeth Lévy disait qu'elle allait chez Cyril Hanouna justement pour parler à tout le monde. Oui. Non, moi je veux parler à tout le monde. Mais eux, ils sont... Non mais attendez, oui, mais donc vous dites je pense que derrière leur poste, il y a des gens qui sont parfaitement intelligents et qui ont envie et de bonne foi. Mais là, on cumule quand même un peu, si vous voulez, la malhonnêteté et disons, pour être gentil, comment le dire gentiment,
c'est plutôt bas de plafond, quoi. C'est donc, si vous voulez, il y a une malhonnêteté intellectuelle absolument évidente, le refus de regarder en face des faits qui sont... C'est-à-dire, c'est ça qui me frappe. Comment voulez-vous qu'on se parle et qu'on vive ensemble si on n'arrive même pas à partir du même récit? Bah oui, mais... C'est-à-dire, moi, j'arrive avec des faits que vous connaissez tous, que tout le monde connaît, qui sont devenus des lieux communs, même pour un socialiste. Allez, allons jusque-là. Donc, si vous voulez, et donc je m'attendais pas à ce niveau de discussion. Ça, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Bon, voilà. Donc on vous a donné la parole pour comprendre un petit peu ce qui s'était passé sur ce plateau. J'ai une auditrice qui me dit, mais arrêtez, vous n'avez pas vécu dans les quartiers, arrêtez de vous en prendre aux musulmans. Et je rappelle qu'Elisabeth Lévy n'a pas parlé des musulmans, elle parle de certains musulmans. J'ai dit deux musulmans, oui, je l'ai bien répété. Et pour ce qui est de ne pas avoir vécu dans les quartiers, cette dame, je n'en fais ni gloire, ni honte, ni rien du tout, mais j'ai quand même grandi assez largement à Épinay-sur-Seine, donc je veux dire, c'est absurde. Mais c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Absolument. Merci Elisabeth Lévy, on vous retrouve tous les jours à vous, bonne sur journée Sud Radio, lundi au jeudi 8h15, Lévy sans interdit sur Sud Radio. Merci. On se retrouve nous dans un instant pour parler des super riches. C'est un cache investigation, le monde merveilleux des ultra riches et des avantages dont ils bénéficient. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, les invités du jour. Les invités du jour, Élise Menand, vous êtes journaliste, et Sophie Le Gall, vous êtes rédactrice en chef de Cache Investigation. Ce soir, 21h10, Cache Investigation revient avec un document, Le monde merveilleux des ultra riches. Alors, vous allez y voir des yachts, vous allez y voir un certain nombre de très beaux paysages, puis vous allez aussi découvrir que ces ultra riches, ils ont des avantages légaux, des avantages fiscaux, de ce qu'on appelle des niches fiscales qui leur permettent d'escamoter une partie de leurs revenus. Vous êtes parti d'où pour ce document, Élise Menand ? C'est-à-dire, vous avez été alerté en premier sur les yachts. Il y a l'héritage, il y a la navigation de plaisance des gros yachts, et puis il y a l'histoire de Carrefour. Comment on construit un document comme celui-là sur les avantages des super riches ? Non, on n'a pas été alerté. Enfin, on a été alerté sur différentes choses en parallèle. Après, on s'est dit, Cache Investigation, c'est une émission d'investigation économique, et on n'a jamais vraiment parlé des ultra riches en tant que puissance économique en tant que telle, et on a commencé à s'y intéresser. Et alors à Cache, ce qui est amusant, c'est qu'on parle d'ultra riches, ça sonne un peu évasion fiscale. Oui. On a fait beaucoup de documentaires sur l'évasion fiscale, et en fait, en commençant à creuser un petit peu le sujet, on s'est dit, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'il y a ici en France suffisamment de dispositifs légaux, fiscaux, qui permettent aux ultra-riches d'avoir des avantages, peut-être même des privilèges, sans forcément partir à l'étranger. C'est ça, on s'est dit, on va partir plutôt là-dessus. Oui, c'est ça, et du manque à gagner, et du manque à gagner pour l'État. C'est aussi ça que vous essayez de mettre en avant, puisque ce sont des dispositifs légaux, ce pacte du trait qui permet aux entreprises de se transmettre, mais qui peut être aussi positif pour les non-ultra riches. C'est Gilles, oui, vous disiez, vous les aimez pas ? Vous les avez pas aimés, les riches, vous les aimez pas. La question, c'est pas de dire si on les aime ou pas, c'est un sujet d'investigation comme un autre. Il est anglais quand même. Sophie Le Gall. Comment ? Il est anglais quand même, c'est un peu haro sur les riches quand même. Non, pas du tout, c'est effectivement ce que dit Élise, c'est vraiment voir les avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier. Mais les riches ont toujours eu des privilèges, c'est-à-dire qu'ils peuvent se payer les meilleurs médecins et les meilleurs chirurgiens quand ils sont malades par rapport à quelqu'un qui a peut-être pas les moyens d'aller voir un professeur. Je veux dire, on découvre un peu la pierre philosopheuse, et les riches ont toujours eu des privilèges. Oui, ils vont dans des meilleurs restaurants. Alors, exactement. Ils achètent des meilleurs produits, ils ont une meilleure santé. Tout à fait. Mais nous, ce qui nous a intéressé un sujet, c'est pas tant les inégalités financières, c'est plutôt les inégalités de règles du jeu. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'ils jouent pas tout à fait avec les mêmes règles du jeu que nous. Pour l'héritage, ils ont des avantages fiscaux qui peuvent s'expliquer aussi pour des raisons économiques. On pourra peut-être y revenir sur ce fameux pacte du trait. Mais ils ont des niches fiscales qui concernent essentiellement les plus riches, qui leur permettent de transmettre à leurs enfants en payant moins d'impôts
que beaucoup d'autres. Comme les journalistes, qui ont une niche fiscale. Pour Oui, des là, c'est réductions pas- d'impôts. Transmettre On transmet pas, on n'a pas de niche fiscale. Je suis pas sûre. Mais là aussi, c'est Mais une sauf niche que fiscale. vous vous focalisez sur les ultra riches, sauf que cette loi, ce pacte Dutreil, il s'applique aussi aux PME, il s'applique à tous les dirigeants d'entreprises. C'est pour, et Dutreil vous l'explique assez bien d'ailleurs, c'est aussi pour éviter que ces entreprises partent à l'étranger quand il y a des taxations, s'il y avait eu des taxations qui étaient restées aussi importantes. Oui, voilà. Alors peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas le pacte Dutreil, le pacte Dutreil, c'est une niche fiscale qui permet au moment de la transmission d'entreprise d'avoir un abattement de 75%. Donc c'est une niche fiscale qui a été adoptée par Renaud Dutreil, qui était à l'époque secrétaire c'était d'État au PME. Donc avec l'idée justement de faciliter la transmission d'entreprise. C'est quelque chose qui peut s'expliquer d'un point de vue économique tout à fait. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de voir que les ultra riches en France, ceux qui sont millionnaires, milliardaires, en général, leur fortune, ce sont des entreprises. Ouais. C'est vraiment la C'est ce que vous spécificité dites, des ultra riches, c'est que la fortune, elle réside dans Leur les richesse, entreprises. c'est l'entreprise. C'est l'entreprise, c'est les actions, les parts qu'ils ont dans leurs entreprises. Et donc, ils peuvent bénéficier de ce pacte Dutreil, puisqu'il n'y a pas de plafonnement du pacte Dutreil, il n'y a pas de conditions, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise peut être transmise avec un pacte Dutreil. Et donc, on arrive à des inégalités extrêmement importantes, où finalement, les plus riches des plus riches, qui devraient payer entre 30 et 45% d'impôts sur les successions, selon le barème qui est appliqué en France, finalement, le taux effectif n'est plus que de 10%. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est d'essayer de comprendre cette niche fiscale qui avantage les plus riches. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas de pacte Dutreil. En fait, la question, elle n'est pas là. Est-ce qu'il faut ou il ne faut pas un pacte Dutreil? La question est de se dire, cette niche fiscale qui avantage les plus riches, est-ce qu'il y a des études qui montrent son efficacité économique? Est-ce que L'Oréal, grâce à ce pacte, quand elle a été transmise, est-ce que ça a évité que les Chinois ou les Américains l'achètent? On ne sait pas, en fait. Alors on ne sait pas. Et puis alors en plus, L'Oréal, pour le coup, la transmission de Françoise Bettencourt, de Liliane Bettencourt à Françoise Bettencourt, c'était même avant, avant le pacte Dutreil. Donc, mais ce qui est effarant dans le document, en tout cas, c'est que au ministère des Finances, on est incapable de vous dire, quel est l'intérêt de ce pacte et surtout le manque à gagner pour l'État aussi. Voilà, tout à fait. C'est en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas d'études ou d'évaluation ni sur les retombées économiques, l'efficacité de la niche fiscale, ni sur le coût pour l'État. Et nous, c'est cette question-là qu'on pose. C'est pas tant est-ce qu'il faut ou pas un pacte Dutreil, mais on pourrait imaginer plein d'aménagements possibles de ce pacte. Au début du document, de ce que vous pourrez voir ce soir, Cache Investigation, vous dites que les riches ne sont plus les mêmes qu'avant. Et 2/3, j'ai retenu ce chiffre, 2/3 des ultra-riches sont des héritiers. Alors c'est 60% effectivement des milliardaires qui sont des héritiers, et effectivement le chiffre qui est très marquant, et nous aussi il nous a surpris, c'est les économistes qui l'ont calculé, c'est que la richesse en France aujourd'hui, elle dépend de 2/3 de l'héritage et simplement 1/3 du patrimoine et du travail. Et ça c'est quelque chose de complètement nouveau, parce qu'on pourrait dire bon et alors, ok, vous parlez tout à l'heure des privilèges, oui, c'est des gens bien nés. Et sauf qu'en fait, dans les années 70, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 50 ans, c'était le ratio inverse, c'est-à-dire qu'on avait 1/3 qui provenait de l'héritage et les 2/3 du travail. Donc c'est aussi pour ça que nous, on est vraiment partis sur cette histoire d'héritage, parce qu'en fait, on voit que l'héritage a pris un poids considérable dans la richesse en France. Travail. Absolument. Sur le fil du travail. Alors il y a l'aspect de l'héritage, de la transmission, qui prend une bonne première partie, et puis après, évidemment, il y a toujours le ton assez humoristique de Cache Investigation. On vous disait, Élise Menant, que vous aviez donné de votre personne, vous avez transporté votre bouée dauphin, vous êtes intéressé aux yachts. Et là, sur les yachts, vous êtes en train de faire votre plein, et d'un seul coup, on se rend compte que nous, on paye 2 € le litre, et que quand on est propriétaire d'un super yacht, il peut arriver, et c'est tout à fait légal, qu'on ne paye plus 2 €, mais 1 € le litre. Comment alors peut-être donner un petit peu des explications à nos auditeurs, c'est que là aussi, il y a un certain nombre de montages et de mécanismes qui font que on peut échapper aux taxes et payer l'essence en duty free. Oui, tout à fait. Alors cette partie-là, c'est vraiment des sources qui nous ont contactés et qui nous ont dit, voilà, nous on travaille dans le monde du yachting. Il y a des gens qui balancent. Ah bah, vous recevez beaucoup de... Je rebondis là-dessus, vous recevez beaucoup de sujets ou de gens qui vous proposent... On reçoit une quinzaine de mails par jour. Alors évidemment, là-dedans, il y a un peu de tout à boire et à manger, mais il y a effectivement des vraies révélations. Et là, par exemple, ce sont vraiment des gens qui étaient dans l'univers du yachting. Sophie Le Gall, oui, vous racontez ça.
Sans eux, on n'aurait jamais su ce qui se passait effectivement et la nature de ces contrats de transport. Alors oui, donc il y a les contrats de transport. Expliquez un petit peu ce que c'est. Oui, alors c'est un contrat sur la location du yacht, parce que la plupart des yachts qui appartiennent même à des propriétaires sont aussi mis à la location. Et donc ceux qui louent des yachts, ce sont aussi des ultra riches, même s'ils sont pas propriétaires, puisque vous verrez dans le documentaire que ça coûte très 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 cher de louer un yacht. Ouais. Et jusqu'à 1 million, vous en avez repéré un million. Voilà, il y en a qui coûtent 1 million d'euros la semaine. D'ailleurs, vous posez la question à un capitaine de yacht qui vous dit c'est 500 000, c'est quoi, 250 000 euros. Vous dites le mois, il vous dit non, la semaine. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, au moment de louer le yacht, il y a une possibilité, il y a 2 contrats possibles. Il y a un contrat qui s'appelle le contrat de transport, qui est un contrat relativement nouveau, puisqu'il a vu le jour en 2017. Et c'est un contrat qui permet de ne pas payer la TVA sur la location et de payer l'essence à moitié prix, avec 2 conditions. Il faut remplir quand même 2 conditions. Il faut prévoir un itinéraire en avance. Il faut faire au moins une escale à l'étranger. Donc l'Italie n'étant pas très loin de la France. Tout à fait. Ça tombe bien. Ceux qui louent des yachts en général, c'est sur la Côte d'Azur, c'est Nice, Cannes, Saint-Tropez. Vous êtes considéré comme une croisière, en fait. Absolument. Voilà, exactement. Ça tombe sous la législation de la croisière. Nous, ce qui nous a vraiment intéressé là-dedans, c'est l'idée que c'est une exonération de TVA pour des vacances, en fait. Oui. C'est ça, et que vous, mais moi, c'est tout quand à fait légal. Vacances, encore une fois, les taxes. C'est encore une fois tout à fait légal. Mais d'où viennent ces niches fiscales? Est-ce que ça, vous êtes allé creuser un petit peu, savoir? Là, il explique qu'il a négocié. Ça, c'est incroyable. Il a fait un lobbying auprès des impôts et il a négocié avec les impôts ce pacte précis. Voilà, c'est ça. C'est Monsieur Voisin, c'est ça. Ouais, Monsieur Voisin. Je sais pas si c'est une négociation, mais en tout cas, ce que lui nous dit, c'est qu'en discutant avec l'administration fiscale, ils se sont mis d'accord pour que cette location du yacht passe sous la législation de la croisière, qui est la législation du transport sur laquelle il n'y a pas de TVA. Et puis il y a une troisième partie. On va peut-être marquer une toute petite pause. On va vous garder 2 petites minutes pour évoquer la dernière partie du document. Oui, parce qu'on n'a pas fini. Donc à tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Voilà, c'est une émission un petit peu bousculée. Il faut dire que Jean-Jacques nous a piqué 2 minutes. Voilà, je dis tout. Voilà, Cash Investigation ce soir, le monde merveilleux des ultra riches. Vous êtes nombreux à réagir. Donc, on parle de ces avantages, de ces niches fiscales qui sont tout à fait légales. Et puis, je voulais que vous nous disiez un mot sur la 3e partie qui concerne Carrefour et en particulier la rémunération du PDG Alexandre Bompard. Je ne sais pas qui. Oui, on s'est effectivement intéressé aux rémunérations des patrons du CAC 40 puisque ces dernières années, elles se sont envolées, puisqu'on est quasiment sur des rémunérations qui ont doublé en 8 ans. Oui. Donc on est parti de ce point de départ. Et pourquoi on s'est intéressé à Carrefour? Tout simplement parce qu'Alexandre Bompard, il a une rémunération qui fait partie de celles qui sont les plus contestées, y compris même par les actionnaires. C'est ça qui est assez étonnant, puisque quand sa rémunération a été votée à l'AG, à la précédente AG, on y était, et 40% des actionnaires ont voté contre, ce qui est le pire score du CAC 40. Donc évidemment, ça titille notre curiosité, et donc c'est pour ça qu'on s'est interrogé sur cette rémunération, et notamment, ce qu'on a découvert, en fait, c'est que son salaire correspond à 368 fois le salaire moyen chez Carrefour. Donc effectivement, c'est un des ratios aussi les plus importants dans le CAC 40. Et qu'elle a progressé de 26% depuis son arrivée à la tête de l'enseigne, et que pendant la même période, le groupe est passé de 115 000 salariés à 85 000 salariés. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre l'équation pour le coup, même si ça explique un petit peu de la manière de la rémunération des objectifs. Il répond que son salaire, c'est un conseil d'administration. Et décidé en conseil d'administration. Il ne décide pas de son propre salaire, etc. Moi, j'avais une dernière question. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué à Cash Investigation de faire des sujets? C'est-à-dire qu'Élise Lucet est très identifiée, donc elle doit faire peur. Est-ce que c'est devenu pour les gens de première ligne plus compliqué? Et je complète ma question. Est-ce que quand vous appelez, vous dites je suis journaliste à première ligne ou je suis journaliste à Cash Investigation? Alors, on dit journaliste à Cash Investigation parce que souvent, directement. Oui, parce que souvent Première Ligne n'est pas forcément connue en fait. C'est une agence de presse, elle est connue dans le secteur, mais ça évidemment. peut faire peur, Cash Investigation.
Oui, mais après, en même temps, c'est l'émission pour laquelle on travaille. Donc, alors, c'est vrai que parfois, quand on appelle, il y a un petit temps mort au téléphone, dans les services de presse. Mais en même temps, c'est ce qu'on voit aussi dans ce numéro, c'est qu'on a pas mal de gens qui ont accepté le principe de l'interview. De vous répondre, absolument. Voilà, et donc c'est ça l'essentiel pour nous. Et parfois, on met du temps à obtenir ces interviews, mais voilà, on les obtient. Donc, c'est à découvrir ce soir, 21h10, Cache Investigation, le monde merveilleux des ultra riches. Je pense que vous aurez du monde devant la télévision. Encore les réactions de nos auditeurs. Oui, la prochaine enquête, en général, c'est toujours top secret. Merci Élise Menand. Donc, c'est vous qui avez réalisé cette enquête. Et Sophie Le Gall, vous êtes la rédactrice en chef de Cache Investigation. Merci à vous. Merci. Sud Radio. Le supplément média. Alors, le supplément média, pas évident, la transition, c'est évidemment compliqué. Sophie Cohen, vous êtes rédactrice en chef adjointe du supplément de 60 millions de consommateurs, du hors-série, plus précisément. Premier prix, que valent-ils vraiment ? 50% des matchs gagnés contre les grandes marques. Alors, il y a énormément de choses, comme d'habitude, dans ce hors-série. Vous expliquez la façon dont ces petits prix, dont ces marques distributeurs ont pris une part de marché. Il y a un vrai changement de comportement chez les consommateurs ? Ah oui, avec l'inflation, ils se sont retournés vers ces petits prix dont les ventes ont augmenté de 20% cette année, depuis janvier, alors que les autres marques stagnent, voire diminuent. Donc il y a un intérêt réel pour des produits qui vont pas gréver le budget alimentaire. Oui, donc petit prix ne signifie pas forcément mauvais produit ? Pas toujours. Pas toujours. Il y a une nuance, à boire et à manger. C'est pour ça que vous avez passé au crible, et c'est ce qui est passionnant dans ce numéro. Vous avez passé au crible un certain nombre de produits. Il y a Match, effectivement. Bien sûr, on a des idées reçues quand même sur les petits prix. On pense que souvent, beaucoup de consommateurs pensent que c'est vraiment de la mauvaise qualité. C'est pas systématiquement le cas, notamment dans ce qu'on appelle les produits bruts, les produits non transformés ou très peu transformés, le sucre, le sel, la farine, les pâtes, le gruyère râpé, tout ça, on s'est rendu compte. Donc, ce sont en l'occurrence les gagnants des matchs quand on les compare à des marques nationales. Avec Panzani coquillettes et Panzani coquillettes premier prix. Il faut mieux prendre les premiers prix, c'est les mêmes coquillettes. Alors, moi, le credo que j'ai, c'est on achète, on goûte et on juge après. Mais après goûter, c'est différent de la composition, parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui sont très très différentes. Absolument. Alors sur les produits bruts, la composition est, pour certains produits que j'ai cités tout à l'heure, très similaire. La provenance, ça peut être plus de la provenance européenne que de la provenance française, ça c'est certain. Mais en termes de produits et d'aspect nutritionnel, ce sera la même chose, avec un prix 2 fois moindre. Oui, mais vous prenez par exemple les œufs. Les œufs premier prix, ils sont en cage et pas en liberté. Alors, sur les produits animaliers, nous on déconseille les premiers prix parce qu'il n'y a pas de garantie. Les poulets, alors en tout cas, à chaque fois nos commentaires, ils ne valent que pour les produits qu'on a regardés. Bien sûr. Sur les œufs, sur le steak haché, le poulet, l'huile, les sardines, l'huile. Alors là, pour le coup, sur les produits animaliers, on n'a pas de garantie sur l'élevage, l'alimentation, sur la façon dont le poisson a été pêché. En l'occurrence, il semble que les sardines, ce soit du chalutage pélagique qui racle les fonds, avec pas de garantie non plus au niveau des pêcheurs qui les pêchent. Donc nous, on déconseille ce genre de produit. Sur le poulet, un poulet qui va être tué vraiment à la limite de ce qu'on a le droit de faire dans le droit, alors que le poulet un peu plus haut de gamme va grandir, va grossir, donc forcément on n'aura pas la même viande. Steak haché aussi, les steaks hachés, il vaut mieux prendre des steaks hachés surgelés de marque plutôt que ceux de la marque distributeur. Moi, à l'inverse, j'avais une autre idée reçue qui était que les marques distributeurs provenaient des mêmes usines que les autres. Alors c'est pas du tout une idée reçue, c'est vrai. C'est vrai. Souvent vrai. Ils n'ont pas le même cahier des charges néanmoins. C'est-à-dire que le fabricant va recevoir, grosso modo, le cahier des charges, c'est là. D'où doivent provenir les ingrédients, que va contenir la recette. Et certes, ils vont pouvoir produire une marque un peu plus haut de gamme et leur marque de distributeur, mais ils ne mettront pas les mêmes choses dedans. Mais c'est-à-dire que, par exemple, vous prenez dans le magazine le petit, tout le monde connaît ça, le petit beurre avec le chocolat au-dessus. Ça, on peut prendre
Petit écolier, voilà. C'est le premier prix, ça. Le premier prix est pareil que le petit écolier. Alors, en l'occurrence, il y a le premier prix, le meilleur des premiers prix. Il y a moins d'additifs que dans la marque nationale. C'est incroyable. En termes de goût. Bon, nos dégustateurs ont quand même préféré la marque nationale. En termes nutritionnels, c'est l'équivalent. Alors Valérie, moi j'ai pris le sommaire, ça m'a fait beaucoup rire. Donc pâte brisée où est passé le beurre, lasagne recherche bœuf désespérément, pâte à tartiner, les noisettes font la différence, flan caramel, du vrai caramel que dans un seul dessert, pain au chocolat bourré d'additifs. Pourquoi tout ça c'est en vente ? Ah bah ça, je vous propose de poser la question aux distributeurs. On a la même difficulté parfois à les avoir au bout du fil que Cache Investigation. Faut le savoir quand on vient de 60 millions de consommateurs. Il faut informer nos auditeurs. Je pense c'est répété, mais on ne le fera jamais assez sur ces produits ultra transformés qui ne sont pas bons, qui ne sont globalement alors déjà pas bons sur la santé. Oui, c'est ça. Ils augmentent le risque de diabète, le risque d'hypertension, le risque cardiovasculaire. On les reconnaît comment ? Ils ont des additifs. Pain au chocolat premier prix, parfois 10 additifs. Et ce sont des pains au chocolat qu'on va donner à nos enfants. À ce stade-là, vaut mieux une bonne baguette, même une baguette petit prix, parce que vous verrez dans notre comparatif où on a regardé les baguettes petit prix, il y a des baguettes petit prix intéressantes, vaut mieux un morceau de baguette et un carré de chocolat plutôt que le pain au chocolat, même la pâte à tartiner. Vous parliez tout à l'heure du taux de noisette. Parfois, c'est saveur noisette. On saveur noisette. 2% de noisette. Et le bœuf dans les lasagnes, c'était 1%, c'est ça, si ma mémoire Alors, non, c'est 5%. 5%, c'est ça. Dans certaines lasagnes, attention, il peut y avoir du porc et c'est pas noté en façade du produit, donc regardez bien les étiquettes. Et évidemment, tous les produits que vous avez cités, leur point commun, c'est que comme ce sont des petits prix, il faut renier sur quelque chose. Et en l'occurrence, on peut rogner sur le produit noble. Les noisettes coûtent cher. Le lait, c'est caricatural, mais dans les flancs, il peut y avoir moins 25% de lait en moins et pas du vrai caramel. Bah voilà, ça c'est une manière de rogner sur le prix. Il faut décrypter les étiquettes, regarder et rogner sur le prix. Alors, ça m'a fait rire jaune, évidemment. Les mouchoirs qui ont diminué de taille. Oui, la énorme, superficie des mouchoirs, bien pour sûr. Gagner, évidemment, puisqu'on voit les paquets, ça on en avait entendu parler. Le prix reste le même, mais la taille du produit proposé n'est plus la même. Voilà, alors les mouchoirs, il faut quand même... on a des lecteurs, vous savez, qui sont très vigilants. C'est vrai, vous êtes alertés. Oui, ils font attention à leur panier et à leur ticket de caisse. Et donc, c'est eux qui nous alertent sur la dimension l'épaisseur des papiers. Ça veut dire que toutes les bonnes choses qu'on s'était dit au moment du Covid, c'est-à-dire que on voulait faire nos déjeuners à proximité avec des fruits frais. Vous vous souvenez de tout ce mouvement où d'un seul coup, on voulait retrouver la nature, cuisiner, prendre le temps de faire des fruits frais. Tout ça, c'est parti, en fait, ces belles promesses où il reste des choses après la période Covid. Cuisiner maison, c'est de toute façon le meilleur moyen de réduire son budget alimentaire. On parlait des produits bruts. Les produits bruts premier prix, il y en a quand même beaucoup dans les céréales, les légumineuses, qui valent le coup d'être achetés. Vous les cuisinez à la maison, ça va vous prendre 20 minutes, une demi-heure. On a calculé dans un précédent hors-série le coût des carottes râpées, par exemple. C'est des carottes râpées versus les carottes râpées de supermarché, assaisonnées. Vous avez moins d'additifs, vous avez moins d'huile et vous payez 2 fois moins cher. Moi, mon exemple, c'est la soupe. Ça fait des années que sur les soupes, c'est mon combat. C'est la soupe en briques. C'est-à-dire, vous prenez une carotte, un poireau, une pomme de terre, ça vous coûte, je sais pas, même pas 30 centimes, même pas 50 centimes. Vous avez une soupe formidable. Vous mettez dans l'eau, vous mixez, et tellement plus goûteuse. Comment peut-on acheter des soupes en briques ? Alors, les cuisiniers qui conseillent un peu les consommateurs disent qu'il y a cette idée reçue là encore que on n'a pas le temps. En fait, la soupe, par exemple, moi je fais une soupe le dimanche soir.
je la garde 3 jours. On a notre petit bol de soupe pendant 3 jours d'affilée. Bon, ben, ça me prend quoi comme temps ? Vous rentrez chez vous, vous allez vous déshabiller. Avant d'aller vous déshabiller, vous mettez une casserole, de l'eau, une pomme de terre, une carotte, un poireau. Vous allez vous changer, vous revenez, elle est cuite. Enfin, ça prend 10 minutes et vous mixez. C'est rien du tout. Il y a les jambons aussi. Alors là, les jambons, je crois qu'il m'arrivait d'en acheter. Terrible, moi aussi. Alors, il faut fuir les jambons petit prix. Ça, c'est clair et net. Mais même les prix plus. Alors. Enfin, vous avez le Fleury-Michon qui est plutôt pas mal noté. Les marques nationales ont l'avantage, font du sans nitrite. Donc nous, on conseille évidemment de prendre. Ils ont baissé le sel aussi beaucoup. Ils baissent le sel, mais alors bizarrement, vous n'avez pas du sans nitrite plus avec moins 25% de sel. Le combo n'existe pas encore. Ouais. En revanche, les petits prix, effectivement, vous avez des nitrites systématiquement. Ouais. Or, les nitrites sont cancérogènes et augmentent le risque de cancer colorectal. Donc ça, c'est le vrai scandale du numéro. Ouais. C'est qu'on propose aux gens de manger, quand ils n'ont pas beaucoup de budget, du jambon contenant cet additif. C'est ça. Premier prix, que valent-ils vraiment ? C'est un numéro formidable. Plus de 110 produits décryptés. Il y a le goûter aussi dont vous parlez. Il faut l'acheter, c'est une bible. Hors série, oui, vous allez apprendre énormément de choses. Et un auditeur me signale que la Commission européenne vient de reconduire l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Voilà, prochain numéro. Ah oui, on parle du glyphosate, hélas, dans tous les numéros, tellement que c'est préoccupant. Et puis, il y a actuellement le numéro qui vient de sortir de 60 millions de consommateurs réguliers. Absolument. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, on vous attend pour le prochain numéro. Tout de suite, les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.